Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec aujourd'hui pour commenter l'actualité Dominique de Montvalon. Bonjour, journaliste Bonjour politique. Régis de Castelnau, vous êtes Bonjour avocat. Valérie. Bonjour, vous êtes membre de la rédaction de Causeur et votre blog s'intitule Vue du droit. Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. À vous. Et Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Ça fait Quel toujours provocateur ce Touly, vraiment. Voilà, ça fait toujours Tous ces grands rigoler. capitalistes Voilà, autour de nous. Un peu d'humour dans ce monde impitoyable. 1,49,3 avec des motions de censure qui n'ont pas vraiment fonctionné. C'était attendu, on va en reparler. Coronavirus, la peur, la panique, on vient d'en parler en ce qui concerne les loisirs, le tourisme. Est-ce que la peur du virus finalement est plus dangereuse que le virus lui-même? Et puis, c'est la journée mondiale contre la grossophobie, journée mondiale de l'obésité. On va en dire quelques mots avec vous. 0826 300 300. Coup de cœur, coup de gueule, ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Commençons peut-être avec Jean-Luc. Ça concerne quoi? Les élections municipales. Ouais. Je suis dans un bureau de vote dans ma ville de Wissous, dans l'Essonne. Je me pose la question, puisque aujourd'hui il y a des consignes comme quoi il faudrait porter un masque, il faudrait porter éventuellement des gants, puisque les stylos pour émarger de chaque électeur, ça va poser problème. Donc je me demande, au vu de ce qui se passe, sans affoler, est-ce qu'il ne serait pas judicieux peut-être de reporter ces élections? C'est une question que je me pose. Voire de les supprimer. Ça coûte... c'est la prochaine initiative. Ça coûte extrêmement cher. On veut dire qu'on parle d'argent, mais... On l'a déjà fait en 2008, puisque les élections auraient dû y avoir en 2007. Là, il y a une raison, parce qu'il y a le taux d'abstention aussi qui peut être important. Oui, c'est donc vrai. Ça va fausser peut-être le résultat des élections. Donc je me pose la question, je n'ai pas de réponse, mais ça m'interpelle. Vous en pensez quoi, les uns les autres? Je commence. Ouais. Castelnau, Non, mais Allez, attendez, Régis. elles ont été reportées, le mandat de 2001 qui était prévu pour aller jusqu'à 2007, parce qu'il y avait la présidentielle, pardon. Donc ça a été prévu un an avant. Donc une fois d'ailleurs on avait mis, je crois que c'est en 95, on a mis les municipales en septembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là ça n'a rien à voir. Il s'agirait alors que tout est parti, tout est en route, qu'effectivement tout est imprimé, d'arrêter pour un risque va peut-être discuter aujourd'hui, qui est quand même pas extraordinairement avéré, quoi. Enfin, je veux dire, il y a 8000 morts de la grippe l'année dernière. Là, on est à 3 ou 4. Alors, c'est une pandémie, manifestement. Ça, je le crois. Mais écoutez, ce serait une catastrophe démocratique, ça, je pense. Oui, mais le fait que des personnes paniquant, peut-être à tort, ne viennent pas voter, est-ce que ça peut pas modifier, justement, un scrutin normal? Il faut distribuer des masques à l'entrée des bureaux de vote. Mais non, mais on les a tous donnés à la Chine. Ah oui, ça c'était... Non, je termine juste là-dessus, et puis on est sur un des thèmes de l'émission. Mais effectivement, moi je la sens pas, cette panique. Dans mes connaissances, j'ai beaucoup d'enfants, des petits-enfants, etc. Des amis, personne n'est inquiet. C'est quand même impressionnant. Sur les réseaux aussi, que je fréquente pas mal, pas beaucoup. Il y a les excités, mais qui sont très minoritaires. Vous avez vu les rayons de supermarché, ce que nous racontaient moi j'étais au nos Carrefour deux il y a 2 intervenants. jours, il y a tout ce qu'il fallait. Oui, mais nos intervenants qui expliquent que les gens, il y a une baisse de 20 à 30% de fréquentation des restaurants, les salles de spectacle également. Enfin, il y a quand même une psychose qui est là. Ouais, moi je la on va en reparler tout à l'heure. Arrêtez interrompre, donc annuler les élections. Je veux dire que ce qui me met mal à l'aise, c'est l'utilisation du mot panique. Parce que si ce panique est un mot fort, j'espère qu'on n'aura jamais à vivre ça. Mais si on dit panique, effectivement, nous sommes presque tous, nous pouvons dire, nous ne constatons pas de phénomène de panique. Mais il y a une inquiétude qui monte. Je ne réponds pas à la question sur les élections, elle n'est pas d'actualité, j'espère qu'elle ne le sera pas. On va en reparler tout à l'heure. Oui, on en reparlera, d'accord. Mais sur les élections, non. De toute façon, c'est elle est là. L'inquiétude, elle est là. On envoie les signes. Envoie les signes partout et tout le monde. Je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps collectivement à être clair en disant que tout le monde, tôt ou tard, sera en contact avec ce virus et que 60% de la population mondiale minimum. Et que donc il faut apprendre à se défendre contre. Mais comme la grippe, si la grippe tue en effet chaque année, et personne ne dit je vais pas voter parce qu'il y a en pleine épidémie de grippe. Voilà. Donc je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ce nouveau virus qui je pense que qui est désagréable. Je n'aurais pas le dire parce que c'est de l'ordre de la spéculation et je serais peut-être démenti par les faits. Je le reconnaîtrai à ce moment-là.
mais il est probable, sur la pente que nous suivons actuellement, qu'au moment des élections municipales, une solide fraction des électeurs ne se rendront pas aux urnes. Oui, on verra. De toute façon, je le répète, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas, ne le sera pas demain. Oui, moi je suis candidat, donc j'irai aussi. Moi, je vote à Paris. C'est un coup de cœur en rapport avec le coronavirus. Oui, moi je voulais saluer le professeur Jérôme Salomon, c'est bien ça, le directeur général de la santé. Bon, voilà, alors que toutes les paroles ne sont pas crues, qu'il y a une méfiance, et même plus que ça, vis-à-vis de toute parole publique qui vient d'en haut. C'est un homme qui s'inscrit dans la grande tradition qu'on a vue à intervalles réguliers sur des terrains variables. D'ailleurs, dans la Ve République, ces hauts fonctionnaires qui incarnent une forme de stabilité rassurante et de compétence qui n'est niée par personne. Alors, une fois qu'il a dit ce qu'il a dit, nous en apportons les preuves et nous allons continuer à l'apporter. Il y a discussion sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Oui, mais je salue le professeur Jérôme Salomon. Comment s'appelait l'ancien procureur, ça m'échappe à l'instant, l'ancien procureur de Paris, pas l'actuel, mais François Molins. Oui, voilà. C'est un peu cette tradition-là aussi, mais on peut prendre des exemples beaucoup plus anciens. Voilà. Je dirais même un mot sur le ministre. Celui qui a remplacé, je trouve... il touche sa bille. Voilà, c'est quelqu'un qui me paraît compétent, même si moi je participe, je ne suis pas LRM, le loin s'en faut, mais je reconnais que... Ce qui est important, c'est quand quelqu'un dit quelque chose, à partir de quoi on peut avoir deux analyses totalement contradictoires, il soit reconnu comme compétent et fiable. C'est pas si fréquent. Non. Éric Verhaeghe, c'est un coup de cœur. Moi, j'ai un coup de cœur, je trouve... Je parle rarement de Cyril Hanouna, et j'en dis rarement du bien, donc exceptionnellement, je vais dire du bien de Cyril Hanouna. Je trouve très bien qu'il ait désocculté le cachet que Florence Foresti a perçu lors de la soirée des Césars, parce que je trouve que Florence Foresti a une position donneuse de leçons. C'est écœurant. J'ai présenté une soirée, mais elle était écœurante. Et ce côté, je crache dans la soupe. Et quand on découvre qu'en effet, pour sa prestation, elle a touché entre 100 et 120 000 euros, on se dit que ça fait quand même cher de l'écœurement. Et je trouve pas mal qu'au sein de l'audiovisuel français, il y ait des présentateurs qui, à un moment donné, aient le courage de dire « Attendez, on va remettre les pendules à l'heure ». C'était la question que posait Cyril Hanouna hier, où certains ont dit que c'était un règlement de compte, comme C8 fait partie du groupe Canal. Ce salaire de Florence Foresti, il l'a bien trouvé quelque part. Alors lui a expliqué que pas du tout, qu'il avait eu l'information par ailleurs. Mais bon, Dominique ? Moi, je trouve effectivement intéressant et instructif que ce salaire ponctuel ait été rendu public. Après là, chacun en pense ce qu'il en veut, mais enfin, c'est un petit peu surprenant de prime abord. Ce qu'il y a... Alors, je n'écarte pas du tout la dimension dans ce monde-là. Ouais. Dans tous les mondes, mais dans ce monde-là, des règlements de compte entre c'est-à-dire qu'on peut imaginer que Canal+ soit pas très content qu'il manque un quart d'heure, si vous faites au prorata. J'ai suivi par exception. Je me suis obligé à suivre par exception la totalité de cette soirée-là. Elle était quand même globalement consternante. Elle était consternante et elle en dit long sur un microclimat poisseux qui règne dans le monde, peut-être pas de la culture, mais du cinéma en tout cas. C'est bien au-delà. Quand ils s'abandonnent à leurs pulsions, à leurs allergies, etc. Personne n'en sort glorieux, sûrement pas Florence Foresti. Mais pas non plus beaucoup d'autres qui sont intervenus à cette occasion. Non. Moi, je ne partage pas. Alors, Jean-Luc, moi, j'ai vu l'émission complètement. Ouais. Moi aussi. Ouais. Vous avez ça à foutre, c'est pas possible. Samedi soir. J'ai trouvé Florence Foresti, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait voulu prendre sa place, au départ, en tout cas. Jusqu'à la fin, je la trouvais bien. Pour 120 000 balles, je pense que. Et en dehors de son salaire, mais quand je vois les salaires aussi des footballeurs, sa prestation, je trouve, a été. Et son humour a été, je trouve, formidable. Après, on ne peut ne pas partager par rapport à Polanski, il y aurait plein de choses à dire, mais je pense que sa prestation a été à la hauteur. En tout cas, elle a mis de l'humour, elle a mis les pieds dans le plat. Et voilà, moi, j'aurais tendance à la défendre quand même sur ça. C'était très ciblé, hein. C'est-à-dire que c'est la géométrie variable. Il n'y a pas beaucoup parlé de Ladjli, pas beaucoup. C'est vrai. D'accord avec toi. Il y a une auditrice qui me demande quel est l'intérêt de le dévoiler. Quel est l'intérêt de dévoiler ce salaire ? C'est qu'à un moment donné, tout le monde trouve normal de savoir combien gagne un député, les médias, c'est un quatrième pouvoir. Lorsque Florence Foresti dénigre Polanski,
c'est une prise de position qui a une vraie influence sur l'opinion publique, au moins égale à un discours du Premier ministre. Et il n'est pas inutile qu'on sache que derrière, il y a des intérêts financiers et que globalement, les gens qui nous donnent des leçons de morale aujourd'hui à longueur de journée sur faut pas être ceci, faut pas être phobe de ceci, phobe de cela, sont des gens qui gagnent. Il y a un marché, il y a un business de la leçon de morale aujourd'hui. Alors, moi, là-dessus, je pensais pas que ça ferait encore parler. J'étais loin. Justement, j'étais loin. Je suis arrivé à Paris vendredi, et donc j'ai été stupéfait de l'ampleur du débat, quoi. On est au bord de la guerre, au bord de la guerre au Moyen-Orient. Il y a quand même de sacrés problèmes avec M. Erdogan, une pandémie mondiale, le 49.3, etc. Et on nous rebat les oreilles avec quelque chose qui est d'une hypocrisie noire, parce qu'il y a des enjeux financiers, des enjeux de carrière, des rivalités, etc. Alors qu'on dise combien Madame Forestier a gagné, je trouve ça très bien, et ce d'autant que tout ça, on singe les cérémonies américaines. Je ne sais pas si vous avez vu Ricky Gervais, c'était autre chose, autrement transgressif. Non, ce que je voudrais dire simplement, c'est que la révélation de la rémunération montre l'hypocrisie. Il y a Monsieur Daroussin, j'aimais bien par ailleurs. Je trouve aussi ça lamentable. Mais attendez, il y a 3 mois, il a présidé un festival sur Polanski, disant que c'était un des premiers réalisateurs mondiaux extraordinaires. Alors ça circule, bien évidemment. Il se moque du monde, et moi, désormais, je me tais, on en parlera, mieux ce sera. Dernier mot. Juste sur Françoise Foresti. Florence. Oui, c'est parce que je suis gêné par... Vous voulez pas dire son nom, je suis gêné par ça. Mais c'est inconscient, je la baptise autrement. Bon, Florence Foresti... 90% de sa prestation, je n'étais pas emballé, mais je trouvais de bonne qualité. Mais c'est le final qui... On est d'accord. Pour ceux qui ont regardé l'émission. Et quant à ce que vous venez de dire, c'est à la fois dérisoire. C'est dérisoire qu'on soit encore en train de parler dans la foulée de cette émission de quelque chose qui est microcosmien. Non, mais derrière, c'est pas microcosmique, c'est-à-dire qu'elle a un engagement. Florence Forestier, il faut savoir qu'elle a un engagement féministe, qu'elle soutient une association de reconstruction des femmes, une association... Donc elle a un engagement réel et sincère. Après, la question qu'on peut se poser, moi, alors même pour 100 000 €, je n'y serais pas allée, parce que quand il y a 12 nominations pour Polanski, on peut imaginer qu'il va bien recevoir un prix. Moi, j'ai trouvé que l'introduction était bien, elle mettait les choses, et après, effectivement, ça s'est transformé en règlement de compte. Mais il y a quand même une cause qui est celle des femmes, et après qu'on peut partager. Évidemment. Moi, ce qui m'a plus choqué, pas choqué, c'est la... Et pourtant, je l'aime beaucoup et je défends la cause aussi, de toutes les couleurs. C'est Aïssa. Oui, mais là c'était très particulier. Ça m'égare. On en a déjà beaucoup parlé. Malaise magnifique. Allez, on en reparle. On va marquer une pause, on va changer de sujet. Et Régis, vous aurez votre coup de gueule dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Régis, on a pris beaucoup de temps pour parler des Césars encore une fois, et vous aviez un coup de gueule. Et crac, je vais recommencer par les Césars. Ah bon Florence Foresti, qui a des causes féministes, au moment de l'affaire Mila, j'ai pas entendu non plus. Au moment de l'affaire Lajli, j'ai pas entendu. Au moment de l'affaire Mila, j'ai rien entendu. Mila, je rappelle, lynchée, agression sexiste, harcèlement homophobe, menace de mort. Autant d'infractions pénales. Pourquoi vous revenez là-dessus ? Parce que sort un livre à l'initiative de Zora Habitant, qui sort lundi, parce que la journée des femmes, c'est dimanche, donc. J'ai réalisé un petit texte, on est 50, et je me retrouve aux côtés d'Aurore Berger, ce qui pour moi est un honneur. Il y a des gens qui ne s'apprécient pas tellement. Ce que je voulais dire, mon coup de gueule, c'est quoi ? C'est que 1 mois et demi après, des milliers d'infractions pénales, il n'y a pas une arrestation. Alors que l'adresse IP, ça prend 20 secondes. Identifier qui étaient les harceleurs, les criminels, parce que tout ça sont des infractions prévues par le code pénal. Rien. La seule contre laquelle on a ouvert une information à la demande de la ministre, faut pas me raconter d'histoire, Madame Belloubet a demandé qu'on ouvre une information contre une enquête préliminaire contre la petite Mila de 16 ans, qui a été abandonnée devant le tollé, mais depuis, on ne bouge pas et on ne bougera pas. On ne bougera pas. Cette dimitude est vraiment
extrêmement préoccupante. Comment vous pouvez, vous, avocat, dire ça, qu'on ne bougera pas? Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de... Vous voulez dire que les gens... Mais attendez, mais écoutez, il n'y a pas d'enquête. C'était grave ce qui s'est produit quand même. Non, mais il y a une enquête. Les féministes se sont déshonorés, les féministes officiels se sont déshonorés qu'ils ne l'ont pas soutenu. Ah oui, mais non, on ne va pas rajouter aux immigrés des poids supplémentaires, etc. Je suis désolé, moi je suis avocat, mais par conséquent juriste. Hein. Oui. Et l'ordre public aurait exigé qu'un certain nombre des plus dangereux, parce qu'ils sont une menace de mort, etc., aient été identifiés, arrêtés. Vous savez que dans l'affaire des Gilets jaunes, il y a eu toute une série de Gilets jaunes qui ont un jour vu la gendarmerie frapper à leur porte plusieurs mois, vous le savez. Faux. Mais attendez, il y a eu en quelques mois... Pas pour les mêmes motifs, hein, pour avoir incendié des la grande masse des Gilets jaunes. Les 1200 peines de prison ferme ont été prononcées dans les 3 mois. C'est-à-dire que les procédures avaient eu lieu, etc. Pour l'instant, il y avait un symbole. Agression antiféminine, sexiste, homophobe, raciste, sale blanche, etc., sale pute, et menace de mort, mais par dizaines de milliers. Donc vous dites quoi? Mais pourquoi la justice n'avance pas alors? Mais parce qu'on ne veut pas froisser, parce qu'il y a les élections, parce que si et parce que ça. Monsieur Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste, est venu dire que c'était mal de blasphémer. Il a rejoint Ségolène Royal et Monsieur Roussel, il n'est pas au gouvernement, il n'est pas policier, ni juge d'instruction. Monsieur Roussel, il essaye de préserver, dans ce qui fut mon malheureux parti, il essaye de préserver quelques gamelles par un clientélisme partagé par l'UDI. D'ailleurs, vous en avez parlé à Bobigny. Non, je suis profondément choqué par ce qui s'est produit. Alors j'en parle parce que notre livre sort justement sur ce sujet. Éditeur. Sémaphore, c'est ça, non? Donnez l'éditeur, puisque vous parlez du livre. Mais je ne sais pas ces choses-là, moi j'ai écrit. Alors où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle « Je suis Mila, je suis Charlie, je suis républicain ». C'est de la promotion, c'est bien. Non, mais c'est un collectif de 50 personnes qui ont signé des textes autour de la laïcité, du féminisme. Vous vouliez réagir? Parce que je trouve, je vais taquiner amicalement l'ami Régis en disant il y a 25 ans, Régis, tu te serais retrouvé sur un plateau de radio avec face à toi quelqu'un qui prononçait le mot dimitude, tu aurais rugi. Et donc, et je trouve qu'en 25 ans, en effet, on a validé l'idée, et moi je partage ce que tu dis, c'est-à-dire que je pense en effet que si on ne défend pas Mila, ce qu'on devrait faire, c'est très largement parce qu'on considère qu'il faut préserver la réaction musulmane, parce que très largement les élites françaises ont beaucoup plus peur d'une réaction des banlieues que d'une réaction des gilets jaunes. Voilà. C'est quoi la limitude? La dimitude, le dhimmi, c'était le chrétien ou le juif en terre musulmane. Et donc on avait le droit d'exercer sa religion à condition de payer un impôt, et on n'était pas protégé comme un musulman. Et c'est en effet l'idée qui est véhiculée dans le réflexe musulman majoritaire en France, c'est qu'on a le droit de pratiquer toutes les religions, mais qu'il y a une seule religion qui est légitime, c'est celle du prophète. Et donc, c'est vrai que cette idée-là, elle porte l'approche de la société dans le monde musulman français, dans les communautés musulmanes de France. Il y a cette idée que la seule religion qui soit légitime, c'est celle du prophète, que les autres peuvent ne pas y croire, mais ils doivent s'en excuser, ou en tout cas avoir moins de droits que les autres. Et c'est cette logique de dimitude. Alors, ce mot-là, reconnaissons qu'il y a même beaucoup. 5 ans, on l'aurait prononcé, on était tout de suite en correctionnel pour incitation à la haine. Ce que je trouve bien, c'est que, mine de rien, on a fait collectivement un chemin pour se dire arrêtons de nous voiler la face. Aujourd'hui, on peut, pas forcément être d'accord avec ce mot, mais se dire il y a un problème. Allez, ça s'appelle hashtag je suis Mila, hashtag je suis Charlie, hashtag nous sommes la République. 50 personnalités s'expriment pour la laïcité et la liberté d'expression, et ça paraît lundi prochain, le 12. Ça paraît le 12. Je ne sais pas quand c'est le 12. Merci Valérie. Voilà. C'est jeudi 9, je crois. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler donc de la peur du coronavirus. Avez-vous peur? 0826 300 300 avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Alors, je viens de voir effectivement que le jugement avait été rendu en appel pour les Balkany qui sont condamnés à 4 ans de prison, dont un avec sursis. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont retourner en prison tout de suite, Dominique ?
Je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, ils n'y vont pas directement. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais est pénaliste. Ils ont été condamnés à de la prison, l'un et l'autre. Sans mandat de dépôt. Sans mandat de dépôt, effectivement. On attend de savoir à quelle peine. Il y a des peines d'inéligibilité qui. Bon, c'est terminé. Il y a des recours possibles. Le Valois, c'est terminé. Hein. Oui, ils ont été condamnés à l'inéligibilité. Donc ça, voilà. Et puis, on attend, compris, encore quelques temps pour savoir ce qu'ils sont censés donner à l'État français. Normalement, on va tout leur prendre. Alors, il y a encore ce qui n'est pas un autre degré de juridiction, le contrôle de la Cour de cassation, c'est-à-dire que la condamnation n'est pas encore définitive, si jamais ils vont en cassation. Alors, la règle, c'est la suivante. En dessous de 2 ans ou en dessous, on peut adapter. C'est ce qui est arrivé à Cahuzac. Il avait plaidé ça en disant il avait pris 3 ans ferme en première instance et il en a eu 2 gentiment en appel. Là, ils ont plus. Donc, normalement, ils doivent être incarcérés, mais les modalités d'exécution de cette peine peuvent être tout à fait... Il y a des considérations de santé, là, il y a les considérations de santé, il y a un juge de l'application des peines qui prendra ses responsabilités, mais ils n'ont pas droit au régime 2 ans ou inférieur. Parce que 3 ans, ça veut dire que normalement, il faut qu'ils aillent... Mais ils iront, à mon avis, mais ce sera... ils vont se retrouver dans la ferme de Casabianda, ou je ne sais pas où, en Corse, dans des endroits qui seront... J'espère pour eux, parce que bon... Je veux dire, on ne veut pas trop la mort du pécheur non plus, puisqu'on l'a laissé pécher pendant longtemps. On l'a laissé pécher pendant longtemps. En tout cas, pour eux, c'est que leur aventure de Levallois... Oui, ça s'arrête automatiquement. Ils ne sont plus maires ni première adjointe. Donc voilà, c'était une information de ce matin. Sauf si les élections sont reportées. Mais non, parce que automatiquement, ils sont obligés de démissionner. Automatiquement, ils ne sont plus du tout... Oui, mais à condition que la sanction soit définitive. C'est le préfet qui doit entériner cette décision. Une fois la peine définie. Je vais dire quelque chose qui n'a pas de rapport direct, mais quand même, je viens de déposer une plainte contre un maire de côté d'Angers pour escroquerie, plus de 3 millions d'euros, pour un festival qu'il organisait en mélangeant le parrainage et le mécénat. Et on m'accuse en même temps, à travers mon association, le fait de dire vous faites cette affaire-là à 2 semaines des élections. Sauf que quand les faits sont avérés au moment où on les connaît, il n'y a pas de raison d'attendre après les élections. Alors vous les connaissiez pas avant ? Non, parce que... Parce qu'effectivement, le timing est... oui, mais ça... il se représente... envoyé une je ne sais pas de qui il s'agit, où ça se passe. C'est le maire de Trélazé. Je ne veux pas le savoir. Mais vous avez envoyé une torpille, cher ami. L'Ardoise. Mais c'est un maire communiste. Non. C'est un ancien maire socialiste qui est à l'ARM maintenant. Oui, je sais. Et qui a 80 ans. Et qui se représente. Alors non, on ne va pas citer... non, il ne faut pas le citer. Mais alors, il faut citer tous les autres maintenant. Il faut que vous citiez tous les candidats, puisqu'on a cité ce maire-là. Mais moi, je ne les connais pas. On est en période électorale. Les règles sont extrêmement strictes. On n'a rien compris de ce que vous avez dit, donc c'est pas grave, il faut plus citer de nom. Bon, c'est un petit peu confus ce matin. Le virus, la peur du virus est-elle plus dangereuse que le virus lui-même ? Vous dites tous que vous en avez ras-le-bol qu'on vous parle du virus, sauf que, je le rappelais dans l'émission Média, les journaux n'ont jamais fait autant d'audience. L'émission de Michel Simès a très très bien marché hier soir, qui a duré très longtemps et qui était très bien faite sur justement le coronavirus. Donc, toujours ce paradoxe avec un besoin d'information et des informations, des injonctions contradictoires. Moi, ce matin, j'étais absolument sidéré de voir que les supporters du PSG ne vont pas pouvoir se rendre dans le centre de Lyon. Donc pourquoi ? Vous savez qu'il y a un match ce soir. Il vaut mieux habiter Turin. Entre l'OL et le PSG. C'est un peu. Non, attention. Il y a eu des graves incidents, et c'était avec des supporters. Vous croyez que ça n'a rien à voir Ça n'a peut-être pas à voir avec... disons ça avec prudence. Oui, disons ça avec prudence. Donc, voilà. Non, mais il y a surtout un autre... C'est pour ça que j'ai été troublé, parce qu'il y a aussi une autre chose. Il est question d'un match retour. Pardon, c'est pour le foot, mais ils sont quand même nombreux à Sud Radio et ailleurs. Le match retour PSG Dortmund en Ligue des Champions, un match capital qui va avoir lieu dans 8 jours, il est question qu'il soit joué à huis clos. Alors là, je vous dis pas, c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que vous en pensez justement moi, je trouve qu'on en parle trop, surtout dans les chaînes d'information continue. Il n'y a que ça, pratiquement, du matin au soir. Donc effectivement, ça concourt à la fois à la transparence, mais tout le monde intervient sans connaître forcément
D'ailleurs, même des spécialistes, des médecins, je pense qu'aujourd'hui ne savent pas exactement. Donc, je trouve qu'on en parle trop, qu'on devrait parler aussi d'autres choses. Par exemple, les élections, les primaires aux États-Unis, entre Bernie Sanders et Joe Biden. Ça m'intéresserait un peu plus pour élever un peu le débat. Il faut informer, mais effectivement, on concourt à travers ces informations continues à un début. Alors, je dis pas la panique, mais en tout cas, on focalise là-dessus, en sachant qu'effectivement, la grippe est aussi, peut-être pas encore plus mortelle. Voilà, quoi. Je pense qu'on en parle de trop. Ouais. Moi, j'ai quand même Éric du Verhaeghe. mal à ne pas constater que le crime entre guillemets, arrange un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le Premier ministre utiliser le coronavirus comme bouclier pour faire passer le 49.3, et lorsqu'on voit un certain nombre de chaînes qui tournent en boucle, en effet, monter en épingle le coronavirus, comme ça, pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autres sujets, et notamment de cette affaire de retraite qui passe au forceps, on se dit que la peur, elle existe sans doute, il y a un terreau favorable dans la population, mais elle est aussi savamment entretenue parce que, par les émotions, par la peur, on gouverne plus facilement qu'en expliquant ce qu'on fait. Et donc, moi, dans la pratique, je pense qu'il faut acter que tout le monde l'aura, ce virus, tout le monde y passera. Voilà, c'est comme la grippe, tout le monde l'a eu une fois dans sa vie. Le coronavirus est une nouvelle forme de grippe, tout le monde l'attrapera dans les 20 ans à venir. Voilà. J'ai jamais eu la grippe. Tous du bois. Moi, je me suis fait vacciner contre la grippe. Sur ce coronavirus. J'ai connu, je suis un petit peu dérouté, effectivement, parce que je ne connais personne qui soit inquiet par rapport à ce virus, à cette maladie, à ce qui va être une pandémie. Mais pandémie, c'est pas la peste noire. Hein. Je suis de l'avis d'Éric sur ce sujet. C'est clair que l'info en fait trop. Elle en fait trop parce que, effectivement, il y a une espèce de concurrence, il y a une espèce de caisse de résonance, que ce soit utilisé par les uns ou par les autres, c'est assez logique. Je veux dire, on va pas non plus rêver. Hein. Par exemple, moi, il y a quelqu'un dont j'aurais bien aimé qu'on relève les propos. Il s'agit de Monsieur Le Drian, qui amène tout son soutien au sultan ottoman de Turquie, hein, qui est en train de jouer avec le feu, hein, et de nous envoyer 150 000 personnes dont on ne sait pas d'où elles viennent, hein, et qui probablement plus. Probablement plus. Enfin, je veux dire, ça devrait nous inquiéter. Moi, ça m'inquiète beaucoup plus que le coronavirus. Hein. Donc, je crois que il y a aussi un autre élément, c'est la première pandémie de la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y en a eu dans l'histoire, hein, des pandémies, puis des lourdes. Hein, des très lourdes, la peste noire, 40% de la population européenne. La grippe espagnole juste après le premier conflit mondial, etc. Et là, effectivement, c'est un peu normal qu'à l'époque des réseaux, à l'époque des chaînes d'infos, de tout ça, qu'il y ait cette espèce d'inquiétude qui pourrait peut-être se transformer en panique. C'est vrai. Enfin, les rayons de supermarché, les gels hydroalcooliques qui sont aujourd'hui en rupture de stock. Il y avait ce matin sur le Bon Coin, et ça je voulais en faire un coup de gueule, ceux qui profitent de la panique justement, ou en tout cas de l'angoisse pour augmenter les prix des gels hydroalcooliques. Sur le Bon Coin, il y avait 900 propositions pour acheter des gels hydroalcooliques. Alors, je réponds à ça, puis après je laisse Dominique. Les supermarchés, les restaurants où on ne va plus. Là, je pense que cette histoire des gels hydroalcooliques, elle est très révélatrice. Bruno Le Maire vient en disant c'est insupportable, c'est inacceptable. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça, c'est la première donnée. La deuxième, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'impuissance par rapport à ça. La deuxième, c'est que les images qu'on a vues de Chine sont très impressionnantes quand même. Les populations confinées, etc. Les gens qui peuvent se dire, mais si on est confiné, c'est tellement simple d'aller au supermarché d'à côté, etc. C'est tellement simple. Les images aussi, c'est la construction d'hôpitaux à une rapidité extrême. Oui, quand on voit qu'on a des problèmes, nous, chez nous. D'hôpitaux, d'hôpitaux de campagne. Je veux dire, eux, ils ont du fait des caractéristiques du régime aussi, ils ont eu cette façon. Pour autant, je ne vois pas dans le fait de faire des provisions la marque d'une panique, quoi. On peut être confiné. Pourquoi vous faites des provisions ? Mais moi, j'ai fait des provisions et j'ai pas peur du coronavirus. Juste un mot quand même. Ce que vous disiez sur Jean-Yves Le Drian n'est pas tout à fait exact. Il a dénoncé le chantage qui était exercé par Erdogan. Faut regarder les deux, hein.
Il a de nouveau dit c'est Poutine qui met le bazar, etc., etc. Mais c'est vrai aussi. Non, attendez. Mais vous pouvez pas dire qu'il est complice d'Erdogan. On sait très bien qu'Erdogan est en train d'essayer de régler le problème kurde qu'il a, et il le fait sur le territoire d'un État étranger. Donc quand on vient dire c'est scandaleux, comme l'a fait d'ailleurs François Hollande, c'est scandaleux qu'à Idlib on est tapé sur des soldats turcs, mais Idlib c'est pas en Syrie. Je trouve qu'on est un peu irresponsable. Les Américains on a fait ce débat hier. On va pas Non, mais c'était pour préciser que c'est pas aussi manichéen. Oui, mais on en parle très peu. Et pourtant, Dieu sait, je considère qu'il y a des enjeux forts là. Alors attendez, on a un appel. On a Jean de Longjumeau avec nous en ligne. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Ouais. On vous écoute. C'est tout ce que vous venez de dire, c'est à peu près ce que je pense. C'est sûr que moi, je voudrais quand même rectifier dans la restauration. Sûrement que l'effet de surmédiatisation d'une maladie qui s'appelle une grosse grippe, parce qu'au fur et à mesure du temps, on est passé de la panique à commencer à réfléchir. C'est un peu la tristesse aujourd'hui, c'est qu'on est on est dans des médias qui veulent absolument avoir le meilleur scoop par rapport aux copains. Et à partir de là, on réfléchit plus, on recoupe plus, on n'attend pas. Donc c'est sûr, quand les Français voient les Chinois construire un hôpital en 10 jours, quand on voit que toute la ville est fermée et ainsi de suite, bon là, il y a une discipline redoutable. Mais donc forcément, ça panique les gens si vous en rajoutez tous les jours. Et après, vous finissez au fur et à mesure du temps, vous écoutez des gens comme ceux qui sont autour de votre table. Vous regardez l'émission à Simès hier parce que c'est le référent sérieux dans la médecine aujourd'hui dans les médias. Et vous avez des professeurs qui commencent à parler une fois que l'hystérie est passée en expliquant que c'est une grosse grippe, que globalement c'est une grosse grippe un peu différente de la grippe habituelle parce qu'il y a sûrement des paramètres de cette grippe qu'on ne peut pas encore maîtriser, mais les gens qui meurent sont des gens très âgés, comme pour la grippe, et ainsi de suite. Dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui est mon secteur, il n'y a pas de panique. Je veux dire, je pense que les gilets jaunes, les manifestations ont fait beaucoup plus de mal aujourd'hui à l'hôtellerie-restauration sur Paris et dans les grandes villes, et que l'effet de surmédiatisation d'un phénomène aujourd'hui d'un virus va effectivement à un moment donné provoquer un problème. Mais les gens vont toujours au restaurant, peut-être pas les restaurants asiatiques ou italiens, je sais pas, mais notamment dans les restaurants, ils y vont. Aujourd'hui, ceux qui sont pénalisés, c'est quand on ferme des manifestations importantes comme le Salon du Livre et ainsi de suite. Par contre, bizarrement, on touche pas au football. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'économiquement, on a peur qu'il y ait une guerre civile si on ferme un match de football. Pourtant, c'est là quand même qu'il y a le plus de monde. Et que la restauration qu'il y a dedans et les contacts qu'il y a avec les gens, c'est quand même le plus redoutable dans un stade de foot. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on est quand même passé d'une hystérie redoutable qui effectivement fait peur à tout le monde. Mais je crois que le titre est parfait de ce que vous avez dit. C'est-à-dire on a plus peur de la médiatisation du virus que du virus par lui-même au bout d'un moment, parce qu'on se demande, une fois que les gens qui connaissent qui connaissent la médecine, qui connaissent le virus et qui vous expliquent que bon, c'est une grosse grippe. Et mon fils était très rassuré hier de comprendre qu'il avait pour une semaine avec du paracétamol, quoi. Sauf s'il a effectivement des complications, s'il avait des complications pulmonaires, mais bon, à 30 ans, pour l'instant, tout va bien. Donc, on est dans un vent de panique qui fait peur à tout le monde. Moi, nous les premiers, moi le premier. On dit qu'est-ce qui va se passer parce qu'on voit les Chinois construire un hôpital en 10 jours. Donc, on dit si les Chinois fabriquent ça en 10 jours, c'est qu'il y a un gros problème. Et je trouve que c'est un peu dommage de surmédiatiser peut-être quelque chose qui, peut-être dans quelques temps, on n'en parlera plus et on va laisser passer. On va avoir si tu passes pas à construire un virus, un vaccin. Mais oui, ou pas. C'est-à-dire que c'est toute la problématique de ce virus, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Les médecins expliquent bien qu'ils observent, il y a des possibilités de mutation, donc on ne va pas être dans la panique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... c'est pas plus qu'une grosse grippe, c'est ce que disait l'émission de... Dans les dangers, c'est peut-être dans les EHPAD. Ma mère est dans un EHPAD. D'ailleurs, on va fêter ses 88 ans dans un restaurant asiatique. Et vous voyez, c'est le bouillon de toujours là. Il est toujours là. Une preuve de sagesse. Voilà. Bon, et allez, de sang-froid en tout cas. On va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkov. Je suis avec Dominique de Montvalon, journaliste politique, Régis de Castelnau, avocat, Éric Verrague, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, et Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Parlons du 49.3. Donc hier à l'Assemblée, une
l'Assemblée nationale indignée. Les 2 votes de confiance n'ont pas menacé le gouvernement. La réforme de retraite est donc adoptée en première lecture. On n'a pas trop eu le temps d'en parler hier. On attendait justement ce vote. La réforme va se poursuivre au Sénat, à majorité de droite, et va revenir à l'Assemblée avec le gouvernement qui vise toujours une adoption définitive avant l'été. Entre-temps, on va savoir comment ça va être financé, si on y arrive, puisque FO et la CGT, vous le savez, ont claqué la porte. Et peut-être la CFDT, d'ailleurs, peut-être la CFDT. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que ça peut générer une mobilisation? Est-ce que vous pensez que, effectivement, on l'a un peu évoqué, une instrumentalisation du coronavirus pour passer le 49.3? Je voudrais dire un tout petit mot sur le recours à cette procédure. Oui. Moi, je suis un partisan de la Constitution du 4 octobre 1958. Alors, ça peut être bizarre, mais je la défends dans sa première version. C'est-à-dire la 4e République légèrement modernisée. Oh là 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 là, comment, quel blasphème. Après comment hostile. Bon, non, ce que je veux dire simplement, c'est que pour mettre fin au régime... Il n'y avait pas l'élection du président de la République au suffrage universel, par exemple. C'est que on a donné à l'exécutif un moyen de, entre guillemets, rationaliser le parlementarisme, c'est-à-dire d'arrêter les excès de la 4e, qui était un vrai régime d'assemblée où tout le monde changeait de boutique dans les couloirs, etc., avec des majorités et une durée moyenne de vie des ministères en pleine guerre d'Algérie de 6 mois. Donc on a décidé qu'on pouvait mettre en cause la responsabilité du gouvernement avec une motion de censure, mais que le gouvernement pouvait poser une espèce de question de confiance en disant, voilà, le texte qu'on débat et qui donne lieu à beaucoup de débats, on va poser la question de confiance. On utilise cet article. Si vous nous censurez, le gouvernement est renversé. Oui. À ce moment-là, le président de la République, c'est pas automatique, il a le choix, mais dissout et c'est-à-dire que vous m'avez renversé, mais vous allez en répondre devant l'électeur. Moi, je trouve ça passablement démocratique. Ce qu'il est un peu moins... c'est quand vous avez une majorité à l'Assemblée qui est la même que celle du président, c'est compliqué. Oui, non, le problème, c'est pourquoi c'était pour éviter les majorités branlantes et pour dire aux gens de la majorité qui hésitent, etc., je me rappelle de Pisani en 68, ou je me rappelle de 62, quand on a eu le cas pratique parfait, c'est-à-dire que De Gaulle annonce l'élection au suffrage universel, son gouvernement de Pompidou est renversé, il dissout l'Assemblée, et une majorité renforcée gaulliste revient à l'Assemblée. Et Monnerville se dresse... Oui, avant, mais le Monnerville, il se sera dressé jusqu'à avoir une statue dans le jardin du Luxembourg. On va faire l'histoire du 49.3. Vous dites qu'au départ, c'est quelque chose de très démocratique. Non, mais le 49.3 est utilisé pour ressouder sa majorité, pour obliger les parlementaires à prendre leur responsabilité. Et je trouve ça très bien. Là, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il s'agit d'éviter un débat, d'éviter les amendements, etc. Non. La majorité, elle est solide. Donc, c'est vraiment un usage légal. Mais abusif. Oui. 49.3. Un détournement de la Constitution. Deux choses. D'abord, en 2 mots, à propos du coronavirus, est-ce qu'on est inquiet ou paniqué? Paniqué, certainement pas. Compte tenu de ce que les uns et les autres, vous avez plus ou moins chacun à votre façon dit, moi je me range dans la catégorie des inquiets. L'idée que tout ça est absolument une petite grippe et tout, on ne veut pas relancer le débat, je ne la partage absolument pas et je me range dans le camp des inquiets. Je ferme la parenthèse. Deuxième moment, le 49.3, c'est constitutionnel, ça c'est admis, etc. C'est pas glorieux de la part du gouvernement, c'était probablement inévitable, mais surtout, les oppositions ont fait une erreur totale dans cette affaire-là. Les Français partagent avec les oppositions une méfiance, et même plus que ça, une hostilité vis-à-vis de la réforme des retraites, qui n'est pas retombée et qui pourrait, dans les mois qui viennent, s'accentuer et qui pourrait même, pour l'exécutif actuel, au-delà des municipales, être sanctionné dans les urnes. Pour autant, après tout ce qui s'est fait, des manifestations à n'en plus finir, des sondages éloquents, massifs, qui montrent ce qu'il en est de l'état d'esprit des Français, leur perplexité, leur inquiétude, leur hostilité radicale, l'idée de s'axer, comme l'ont fait une partie en tout cas de la gauche,
enfin la gauche plutôt, c'est-à-dire une partie des oppositions, s'axait sur l'utilisation du 49.3 pour lancer un nouveau combat, c'est le coup de trop. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, combien il y avait de personnes dans la rue? Alors, je prends les chiffres de la police, mais on pourrait... je peux dire entre 6 000 et 20 000 selon la CGT à Paris. Bon, voilà, la messe spéciale, la messe est dite. La messe est dite. C'est le truc de trop. Mais non, Dominique, on ne peut pas dire que la messe est dite. Parce non, la messe est dite sur la façon dont la gauche Mélenchon relance sans arrêt le truc. Mais on a compris. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a aujourd'hui... Il ne fallait pas faire ça. Aujourd'hui, il y a un malaise. On sent bien que le pays... On sent bien que le pays est majoritairement hostile à la réforme et hostile à la façon dont le gouvernement l'a fait passer. Oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de force ou d'incarnation de l'opposition. Voilà. Et personne n'arrive à canaliser cette colère et ce rejet de la méthode. Et donc, d'abord, je pense que la bataille, elle n'est pas finie, puisque on verra ce que le Conseil constitutionnel dira. Et le gouvernement n'est pas à l'abri d'une déculottée. Je pense que Mais je l'ai dit aussi. Oui, non, parce que dans l'équilibre de nos institutions, le fait que le Conseil d'État est quand même flinguer le texte obligera le Conseil constitutionnel à flinguer le texte pour éviter un déséquilibre contentieux. Et donc le gouvernement n'est pas à l'abri d'une très mauvaise surprise en bout de parcours. Simplement aujourd'hui on sent bien, je pense, et j'entends personne me dire mais non c'est une absurdité, on sent bien qu'il y a quelque chose dans l'opinion qui ne va pas, il y a un malaise. Oui. Et aujourd'hui, ce malaise ne parvient pas à s'exprimer. Alors, vous savez, c'est comme ces grands dépressifs, on sent qu'il y a quelque chose qui les taraude, mais ils n'arrivent pas à le dire. Mais cette réforme... je suis totalement d'accord. Je pense que ce sera douloureux. Je suis totalement d'accord. Mais pourquoi il n'y a pas le feu au lac, quand même? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé le débat se dérouler? Alors, parce qu'il y avait je ne sais combien de... Il y en avait 3 fois moins que pour la loi sur le mariage pour tous. Non, faut, si vous voulez, la durée, le nombre d'amendements, il y a des méthodes. C'est pas la première fois que ça se produit. Il y a eu un espèce d'effet, alors pas de panique du côté de hop, il faut qu'on en sorte, alors même que justement, et là où je rejoins Dominique, c'est que l'opposition faisait la démonstration avec les 1 minute, 2 minutes, qu'elle ne servait à rien dans ce débat et que le texte serait voté comme le truc. Donc, qu'est-ce qu'il y avait besoin de passer en force avec un coup de marteau? Mais ce que je ne comprends pas, moi, sur le fond, c'est cette loi qui n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'il y a des tas de... Ça va rebondir. Mais même sur le fond, c'est-à-dire que la valeur du point, la pénibilité, qui sont le financement, qui sont quand même des questions indispensables. 80 ordonnances. Ce que je ne comprends pas, c'est ce gouvernement qui utilise la procédure accélérée pour faire passer ça avant le premier tour des municipales, en sachant très bien que ça va continuer après. Pourquoi s'arc-bouter là-dessus? Et je suis d'accord avec Dominique sur le fait que l'opposition n'a pas, à mon avis, n'a pas joué les bons arguments. Mais tout ça, c'était inévitable. C'est-à-dire d'un côté comme de l'autre, on connaissait le résultat. C'est le pari de Macron. Macron fait le pari qu'il y a une majorité silencieuse qui attend de lui de la fermeté et qui attend de lui qu'il fasse... C'est son pari. Il est convaincu que... Il a analysé les différents mouvements de sondage. Il est convaincu que sa réserve électorale, elle est du côté de ceux qui veulent qu'il fasse passer... Voilà, du côté de l'autorité. Donc il joue la carte de l'autorité. Il n'est pas gagnant avec, je pense que avec la séquence actuelle. Une très mauvaise opération. L'idée qu'il le ferait pour... Non mais Mélenchon... son grand modèle, il l'a toujours dit, on s'en aperçoit plus beaucoup depuis qu'il s'intéresse au Venezuela, mais où il s'intéressait au Venezuela, c'est Mitterrand. Je parle du Mélenchon historique, c'est Mitterrand. Il aurait dû s'inspirer de Mitterrand, autre époque bien sûr, quand il était dans l'opposition, c'est-à-dire avant 81, même en 65, et puis il commençait à être, et puis ensuite, quand il s'est imposé progressivement entre 74 surtout et 81, il était autrement plus subtil, mais il était d'une cruauté au moins égale à celle de M. Mélenchon. Donc il n'a retenu qu'une partie de la leçon. Ouais. Mais et est-ce qu'on aurait dû... On nous a expliqué pendant 15 jours... Pardon, je reprends ça avec vivacité. Je ne suis pas encore atteint du coronavirus. C'est la seule chose mais est-ce qu'on aurait dû, faire un référendum? Est-ce qu'on aurait dû faire un référendum? Mais non. Bien sûr que oui. Mais non. Une réforme de cette ampleur qui touche à ce qu'on appelle le pacte social, elle ne peut pas passer au 49.3. C'est sûr que ça aurait permis de garder les régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF. C'est extraordinaire. Il fait de la morale politique. Monsieur Emmanuel Macron a fait 16%
18% des inscrits au premier tour de la présidentielle de 2017. Si. Il faut regarder combien les autres présidents avaient fait. Aux européennes, il a, alors que c'était un référendum anti-Macron qui a eu le grand débat, etc., il était à 11% des inscrits. Donc, c'est un pouvoir, mais il l'a choisi. Toute la démonstration de Jérôme Sainte-Marie est irréfutable de ce point. Il a choisi, dans sa fusion du bloc élitaire, d'être un pouvoir minoritaire. Donc, effectivement, quand on lui avait dit au début de la crise des Gilets jaunes, certains grands intérêts lui ont dit qu'il faudrait dissoudre l'Assemblée, mais il a dit, mais j'ai aucun problème avec l'Assemblée. Ce qui m'étonne, cher maître, c'est que quand vous dites ça, soit je connais cette analyse, mais vous la dites avec une particulière éloquence, mais comment ça se fait que vous ne l'appliquiez pas à ceux dont vous avez compris, et voire même soutenu parfois l'action? Je donne un exemple au hasard, totalement, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils représentaient combien s'ils avaient affronté le suffrage universel? Ils représentaient quelque chose de culturellement capital, politiquement capital, ça disait quelque chose à l'ensemble de la société française, à Macron, mais aussi à tout le monde. Mais combien ils représentaient s'ils s'étaient présentés? Je ne parle pas des quelques olibris qui sont mis... Alors c'est très simple. Ma réponse est très très simple, elle sera encore plus éloquente. Ouais, peut-être que Jean-Luc... Ils ont voté tous pour le premier parti de France qui s'appelle le Rassemblement National. Ça peut gêner, ça me gêne, mais c'est le cas. Deuxièmement... C'est marrant, vous disiez ça de façon aussi simpliste. La différence entre les Gilets jaunes dont on parle et Emmanuel Macron, c'est que c'est lui qui est aux manettes, c'est lui qui tient le manche. C'est de ça que je parle. Et il a un vrai déficit de légitimité politique. Moi, je prétends juridique et je comprends qu'on ne partage pas mon opinion, mais aujourd'hui, effectivement, un référendum, une dissolution de l'Assemblée, mais il est sûr qu'il retourne à Colombey pour une traversée du désert définitive. Qui sort vainqueur d'une dissolution de l'Assemblée? En dehors de la pagaille, peut-être, ce serait tout simplement la réponse. Je pense que, si vous voulez... Dites-le, vous parlez très franc. Oui, très franchement, je pense que il faut ne pas oublier 2014, les LR ont gagné les municipales, mais de façon massive, et je pense que LR serait majoritaire. Pas sûr. Jean-Luc, vous vouliez dire un mot? Je trouve que le match 2022 Marine Le Pen contre on ne sait pas qui, parce que c'est pas du tout certain. Quand on voit ce qui se passe à Paris avec Dati, il y a peut-être justement des choses qui vont être... Mais il y a des choses qui bougeront, mais des deux côtés. C'est comme le coronavirus, si on ne sait pas ce qui va se passer. Ne s'unit pas... faut attendre les résultats du scrutin. Absolument. Il n'y a plus de... Merci à tous les quatre. La grossophobie. On n'en a pas parlé. Voilà. Parce que vous êtes victime... C'était déjà une grosse émission, ça suffit. Il voulait se victimiser. Solidarité quand même avec les camarades. Tout de même, 67% des Français estiment que perdre du poids est d'abord une question de volonté. Ils pensent que c'est dû à une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique. Et c'est vrai que l'image des personnes... je confirme. Voilà, c'est un manque de volonté. Non. Une gousse d'ail par jour. On ne peut pas faire le sujet. Allez, merci à vous. On se retrouve demain. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là. Très bonne journée sur Sud Radio.